Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association en compagnie de Serge Carvin pour l'émission Libre Expression. Ce soir, émission particulière, elle débute à 17h et elle est consacrée aux élections municipales de Montauban. Mon invité, il s'agit de Madame Brigitte Barège, qui est la maire de Montauban et candidate à sa propre succession. Pour m'accompagner dans cet entretien, Monsieur Bertrand Sergue, docteur en droit, enseignant à l'Université de droit de Toulouse et de Montauban. Il est auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont Citations juridiques en droit constitutionnel. Madame Barège, bonjour et bienvenue dans le studio de Radio Association. Bonjour. Que vous connaissez depuis fort longtemps. Oui. Madame Barège, on va remonter le temps, on va se positionner en décembre 2001. Je vous avais reçu dans ce même studio pour réaliser une interview. Ça faisait 6 mois que vous étiez élu pour la première fois en tant que maire de Montauban. Et l'entretien avait porté sur plusieurs domaines, l'évolution de Montauban, l'économie, le social, la culture, le sportif. Cette émission, elle avait fait un peu polémique à l'époque, puisque France Info, Télérama, L'Express et d'autres magazines nationaux s'en étaient emparés, et vous avez accusé de vouloir tuer la culture à Montauban. Au cours de cet entretien, et je vous cite, vous m'aviez déclaré, Madame Barège, Montauban est une ville qu'il faut dépoussiérer et surtout faire évoluer dans tous les domaines. Force est de constater que 19 ans après, vous avez réussi votre pari. Montauban est devenu attractif et c'est indéniable, personne ne peut le contester. Et si l'on fait référence aux différents classements faits par des médias nationaux, Montauban est toujours bien classé. Alors on dit de Montauban que c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où la fiscalité est maîtrisée, c'est une ville très touristique. Sans oublier aussi, Mme Barège, que vous avez réussi au cours de ces 19 ans de rendre vos différentes oppositions atones. Alors tous ces éléments qu'on vient de citer ont-ils été aussi un déclencheur pour que vous repartiez pour une 4e mandature ? Alors d'abord, merci de me rafraîchir la mémoire. Et j'avais oublié cette polémique, une de plus, parce que j'en ai eu beaucoup de polémiques. Oui. Sur la culture, écoutez, moi je pense que déjà le fait de réouvrir ce musée Ingres, Bourdelle, qui est une vraie réussite, tout le monde s'accorde à reconnaître, qui a été médiatiquement relayé. Nous avons dépassé les 20 000 visiteurs en l'espace de 2 mois. Là, on en espérait 70 000 sur l'année. Bon, donc je vois que la culture a vraiment le droit de citer et elle mérite plus que jamais ce label Ville d'art et d'histoire. Et j'y suis très attachée. Parce que la culture, c'est absolument essentiel pour pouvoir se développer, s'élever, etc. Ensuite, la qualité de vie, ça a été toujours mon combat, plus que jamais. Les villes moyennes, pour moi, doivent être des villes à taille humaine, elles le sont, et elles doivent le demeurer. C'est des villes humaines au plein sens du terme. Et j'avoue que ce classement qu'a fait le Figaro Magazine, je crois que c'est le week-end dernier, pas celui-là, mais le précédent, écoutez, c'est un couronnement pour moi, parce que on le dit, on l'espère, mais on sait jamais trop. Bon, vous me dites, les habitants le disent, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent merci, etc. C'est très gratifiant. Mais le voir analysé de l'extérieur par quelque chose de sérieux, ils ont mis plusieurs items, la sécurité, les transports, le pouvoir d'achat, le revenu moyen par habitant, le revenu foncier au mètre carré, être 7e de France et première d'Occitanie, je peux vous dire qu'on est quand même fiers. Honnêtement, je suis humble, mais quand même fière. Voilà, donc je disais souvent, j'aimerais que Montauban soit l'Aix-en-Provence de Toulouse. Eh bien, on y est peut-être. Donc pour vous dire, pourquoi je me représente, c'est ça votre question, pardon, j'ai un peu développé. Je vais vous faire un aveu parce que je suis vraiment passionnée, quoi. Je trouve que c'est tellement merveilleux de construire une ville, c'est tellement varié, tellement divers, et puis comme vous dites, c'est gratifiant d'avoir quand même un peu de reconnaissance, des satisfaits sites. Tout n'est pas parfait, je prétends pas que tout soit parfait. J'ai bien envie de continuer, oui, tout n'est pas terminé. Bertrand, donc je vous laisse la parole. C'est gentil, merci. Donc, Madame Brigitte Barège, bonjour. Comme cela a été rappelé, nous vous interviewons aujourd'hui dans le cadre des élections municipales de mars 2020, en votre qualité de candidate à cette élection locale. Vous briguez notamment un 4e mandat à la mairie de Montauban et espérez obtenir l'assentiment des Montalbanaises et des Montalbanais à l'occasion de ce scrutin. Vous n'êtes pas une néophyte concernant les enjeux des élections municipales, et ce de par la longévité de votre mandat de maire dû à 3 succès électoraux consécutifs. Et
Ma première question, elle rejoint complètement celle de Monsieur Carivin. Elle concerne les raisons qui ont concouru à cette volonté d'embrasser de nouveau la fonction de maire au sein de la cité d'Ingres. Est-ce que la proximité que procure ce statut de maire envers ses administrés, c'est un élément qui vous est cher, je suppose? Je vous remercie de me faire dire ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la volonté de servir. Quand j'étais avocat, je n'étais pas un avocat, je dis souvent d'avocat d'affaires, j'étais un avocat de petites gens. Je plaidais beaucoup à l'aide juridictionnelle. J'étais une spécialiste du surendettement. C'était la loi Neyers qui venait juste de sortir. On avait créé la jurisprudence à l'époque avec un conseiller à la cour, c'est vous dire. Donc, j'aime, c'est pas de l'empathie, je sais pas comment dire, c'est l'envie d'être utile. Voilà, l'envie d'être utile et de servir. Plus que jamais, et là vraiment c'est la façon de se réaliser le plus merveilleusement du monde. Quand vous êtes avocat, vous avez l'armure, vous êtes défenseur de la veuve et de l'orphelin, un petit peu des plus fragiles. Là, en tant que maire, vous avez encore plus de pouvoir, d'action, et c'est une des missions qui me plaît le plus, effectivement. D'accord, on va revenir justement sur ces actions du maire. Et justement, à votre qualité de maire de Montauban, depuis plusieurs années, vous jouissez d'une certaine notoriété auprès des habitants du chef-lieu du Tarn-et-Garonne. Cela n'aura pas pour autant caduque l'intérêt de nous interroger sur votre parcours, sur vos choix professionnels ainsi que vos orientations politiques. Vous êtes née, Brigitte Barège, en 1953 à Toulouse. Le 1er mai, le jour de la fête du travail. D'accord. Je voudrais dire que le travail, c'est important aussi. Et on n'a rien sans travailler. C'est une thématique qui vous est chère, ça, le travail. Oui, je voudrais le dire parce que j'ai l'impression que mes adversaires, vous avez dit que la campagne était atone, et c'est vrai, je les trouve inexpérimentés. Ça, c'est le droit de tout le monde. Moi, j'étais inexpérimentée en 2001, mais j'ai travaillé dur pendant 6 mois pour apprendre. J'avais jamais exercé un mandat. Là, j'en face de moi des gens, mais j'ai l'impression que, je sais pas, ils sortent d'une autre planète, ils font aucun effort, ils font aucun travail Moi, j'ai pris la peine, vous voyez, de faire des journaux, parce que je trouve que c'est un contrat de confiance qu'on noue avec les lecteurs. Quand je retrouve mes journaux de 2014, 98% de mes promesses, je les ai remplies dans le mandat. C'est un engagement. Et là, les voir, la plupart du temps, ils vous disent, plutôt à moitié ce qu'ils disent, mais ils disent, faites-nous confiance, quand on sera élu, on travaillera ensemble, on se concentrera pour voir quel sera notre projet. Mais c'est se moquer du monde. Ça manque de respect des lecteurs. Je voulais le dire parce que c'est quand même, globalement, je les trouve pas seulement inexpérimenté, mais surtout pas travailleur. Voilà. Alors, pardon, je suis le premier, mais c'est pour ça que je rebondis sur la fête du travail. Excusez-moi, Bertrand, je vous corrige, Madame Barège. J'ai pas dit que la campagne était atone, mais que c'est l'opposition, depuis que vous êtes élu, qui est devenue atone. Peut-être, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de miracle, il faut travailler. Alors, pardon, je vous ai coupé, vous m'avez parlé de ma date de naissance. Le message est passé. Oui, de votre date de naissance, et je voulais revenir également sur le fait que vous étiez l'aîné également d'une fratrie de 8 enfants. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu des Montalbanaises et des Montalbanais. Combien de frères et de sœurs d'ailleurs? Alors, on est une famille de filles. Ah, 6 filles, non, 6 filles et 2 garçons. D'accord, 6 filles et 3 filles, un garçon, 3 filles, un garçon. Papa s'est dit, il faut que j'arrête, parce que s'il faut pour avoir le 3e garçon, que j'ai encore 3 filles, non, je plaisante. Et c'est assez amusant, il y a des familles de garçons. Dans les petits-enfants de maman, nous sommes 34, nous avons donné à maman 35 petits-enfants, il y a à peine 5 garçons. C'est pas une fatalité, j'espère qu'il y a des familles de garçons, parce qu'il faut les marier, nos filles. Voilà, bon, je plaisante. D'accord, c'est une Mais je suis très attachée aux familles nombreuses. D'accord. Et vos origines, elles sont tarnaises. Oui. Et vous avez gravi autour du milieu politique dès votre plus jeune âge. C'est vrai. Votre grand-père maternel, il fut maire de Réalmont. Votre père, médecin de profession, fut quant à lui conseiller général. Est-ce par conséquent, à partir des mandats électoraux exercés par vos proches, qu'ont été forgées vos propres convictions politiques? Mon grand-père, je l'ai peu connu. Quand il est décédé, j'avais 6 ans. Mais par contre, mon père m'a beaucoup... Et c'est l'homme de ma vie, je dis souvent. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il est décédé malheureusement trop tôt, à l'âge de 62 ans. Et j'étais l'aîné, donc j'étais assez proche de lui. Nous bagarrions quelquefois au moment où c'est de l'adolescence. Notamment, je me souviens, sur la Révolution française. Mais je l'admirais beaucoup. Je l'admire toujours beaucoup. C'était un homme qui avait fait ses humanités, qui était un médecin mais qui était curieux de tout, qui était un grand homme littéraire, historien. Enfin, pour lui, il avait une culture incroyable et en même temps un homme de cœur. C'était un médecin de campagne. Il était très proche de ses patients, travailleur acharné. Et surtout, c'est lui qui m'a donné le virus, effectivement, puisqu'il était gaulliste de la première heure. Il a donc suivi
le parcours de Charles de Gaulle jusqu'au bout. Il a suivi Jacques Chirac ensuite, dans Georges Pompidou, puis Jacques Chirac, et il m'a mené, c'est vrai, quelquefois dans les manifestations RPR, puisqu'il était président des RPR du Tarn. Voilà, il n'a pas pu briguer de gros mandats parce qu'il avait une famille à nourrir et que parlementaire, maman n'aurait pas accepté. Mais donc j'ai baigné dedans avec, j'ai côtoyé notamment Jacques Limousin, qui était son meilleur ami, Pierre Fabre, dont le patron des laboratoires Pierre Fabre. Donc tout ça, c'est vrai que ça façonne un peu, oui. D'accord. Et vous avez par la suite suivi donc un cursus universitaire dans le domaine du droit. À Toulouse. À Toulouse, pour embrasser la profession d'avocat. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une certaine appétence des juristes envers les questions de nature politique? Oui. Je vous félicite de votre thèse sur le droit constitutionnel. C'est une matière que j'ai beaucoup aimée, qu'on apprend en première année. C'est peut-être toujours le cas, je suppose. Oui, tout à fait. Et qui permet d'ouvrir, et ainsi que d'ailleurs l'histoire des institutions. Chaque année, je prenais, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est une option, on avait une histoire du droit, et donc ça permet de revisiter l'histoire de France, de s'approprier notre identité nationale et de connaître à fond nos institutions, tous les régimes démocratiques, monarchie parlementaire, d'assemblée, enfin tout ce que vous connaissez par cœur, jusqu'à la question prioritaire de constitutionnel, fameux QPC, la Constitution qui est notre garant, notre garde-fou sur nos libertés publiques. Oui, je crois qu'effectivement ça prédispose. Tous les avocats ne sont pas politiques, mais il y a quand même beaucoup d'avocats qui sont politiques. Qui ont embrassé une carrière politique, oui, en quelque sorte. D'accord. Plusieurs thématiques du coup vont être abordées durant cette interview radiophonique. Les questions qui seront formulées à votre endroit sont directement liées aux compétences propres à la fonction de maire. Vous aurez à ce titre l'opportunité de vous exprimer sur les solutions concrètes que vous souhaitez proposer aux Montalbanaises, aux Montalbanais vis-à-vis des sujets qui les concernent directement. Afin d'être le plus exhaustif possible pour cette future élection municipale, nous aborderons les thématiques suivantes: aménagement urbain, environnement, sécurité, culture, fiscalité, pouvoir d'achat, mobilité, transport, économie et enfin jeunesse et sport. Commençons, si vous le voulez bien, par les aménagements urbains. Les habitants de la commune de Montauban ont pu assister durant ces derniers mois ainsi que ces dernières années à des modifications majeures du paysage architectural de leur ville. Nous pouvons citer notamment, liste non exhaustive bien entendu, la rénovation des allées Mortarieux, de l'avenue de Mayenne, la restructuration de la rue du Pasteur Louis Lafont, l'aménagement du stade de Bagatelle, l'inauguration du boulevard urbain ouest en zone industrielle nord, et j'en passe. Cet embellissement marqué de la ville de Montauban a-t-il été un choix délibéré afin de développer l'attractivité de la commune? Et est-ce que les coûts inhérents et inévitables en quelque sorte vis-à-vis de ces constructions ont été pleinement maîtrisés selon vous? Je vous remercie de cette question parce que effectivement c'est délibéré. J'ai le souvenir quand je suis arrivée dans cette ville, puisque j'ai épousé un agriculteur de Montauban, donc voilà comment je me suis retrouvée dans ce département, d'une ville sombre, triste. Pourtant le patrimoine était là, ce magnifique patrimoine que nous ont légué les siècles, mais il était éteint, il n'était pas mis en valeur. Je me suis attachée, pas toute seule, avec toute mon équipe. Je salue la présence de Madame Merly qui a bien participé à tout cela, à embellir la ville, parce que je considère, et quand on parle de la ville de Mayenne, que le premier regard qu'on porte sur une ville vous donne l'envie d'y rester ou d'en partir. Le premier regard de la gare, c'est l'avenue de Mayenne. Elle était affreuse, cette avenue de Mayenne. Et d'ailleurs, j'espère que sur ce mandat, on va vraiment rénover ce quartier de ville Bourbon qui le mérite. Mais ensuite, toutes les entrées de ville, on les a passées les unes après les autres, parce que bon, au bout de 3 mandats, ça nous a permis de faire le tour de la ville. Il m'en reste encore une, je trouve, c'est l'entrée de Cassel-Sarrazin, la route de Cassel-Sarrazin, mais pour le reste, vous les avez cités, Pasteur Louis Lafont, du côté de la Mémo, l'entrée par les Chaumes, puis ce sera l'entrée principale de la ville quand nous aurons fini les dernières rénovations. On finira l'avenue Léonide Kroll et ainsi nous aurons d'un seul tenant. Quand on sortira au Chaume, eh bien on arrivera en centre-ville par des allées magnifiques, le boulevard Kroll et ensuite le boulevard Henriot. On a la piscine d'un côté, on a le magnifique stade Jacques Chirac de l'autre. On arrivera sur donc le boulevard Garrison, puis sur l'Esplanade des Fontaines. Bref, et de la même manière, les allées pour moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjà oublié ce goudron infâme, ces trottoirs délabrés, ce parking à ciel ouvert, ces arbres à bourguilles. On l'a déjà oublié, des allées de l'Empereur et des allées Mortarieux. L'idée, c'était de finir notre centre-ville. On a un magnifique joyau entre la place nationale et toutes les rues adjacentes de rue piétonne. Mais il fallait border cela comme un écrin, d'un écrin de verdure, un écrin
de promenade. J'ai voulu retrouver, ça c'est volontaire, cette ambiance des années 1900. On se promenait, on allait au kiosque écouter la musique et on allait voir sur le belvédère du Jardin des Plantes, au loin les Pyrénées. Voilà, je voulais recréer cette ambiance parce que la qualité de vie, pour moi, elle participe d'abord du plaisir d'habiter quelque part, mais aussi il y a l'attractivité touristique qui compte. J'ai donné chiffre pour depuis l'ouverture du musée Ingres Bourdelle, qui est une vraie réussite. Pourquoi on voudrait des touristes? Tout simplement qu'on ait aussi des gens qui consomment pour faire vivre nos commerçants, faire vivre nos hôteliers, nos restaurateurs, pour que notre pouvoir d'achat s'élève, qu'on ait de l'emploi sur Montauban. C'est un tout. Tout est effectivement pensé dans une perspective globale. Est-ce que les coûts sont maîtrisés? Oui. Je dis bien oui, parce que chaque fois qu'on lance un marché, et qu'on lance, quel que soit le marché, nous sommes actuellement sur le réseau de chaleur, nous l'avons terminé, mais nous allons lancer une DSP au assainissement, nous allons lancer... DSP, délégation de service public. Délégation de service public, pardon. Nous allons lancer sur la méthanisation. Nous avons, chaque fois, on met un budget, on évalue, et ensuite on lance un concours. Et quand les équipes, moi j'assiste moi-même, je préside moi-même les jurys de concours, et nous avons avec ces entreprises des vrais dialogues compétitifs, où on les met vraiment sur le parking, ça a été la même chose, sur les allées c'était la même chose. Et en plus ce qui est merveilleux, c'est que comme c'est des budgets importants, puis tout ce que je vous cite c'est au moins 10 millions d'euros, on a des grosses boîtes qui viennent, d'ailleurs à plusieurs, maintenant c'est des équipes, il y a l'architecte, il y a l'urbaniste, il y a le juriste, il y a le paysagiste, il y a celui qui fait les lumières, donc on a des vrais professionnels en face de nous, et là on a des vrais débats, à la fois professionnels, et des débats qui visent toujours vers la qualité, et puis le moins disant. En même temps, qu'on prend en compte. Mais c'est pas toujours le cas. Enfin bon, j'ai un sujet notamment sur les déchets. Je regarde Madame Berly en vous parlant parce qu'elle était avec moi. Elle était avec moi dans ce truc. On a lancé une rénovation de notre usine d'incinération pour à la fois traiter l'ensemble de nos déchets, en même temps produire plus de chaleur pour justement chauffer, faire des économies d'énergie grâce à la vapeur dégagée par cette usine d'incinération. De la même manière, avec les boues de la section d'épuration, nous allons faire du gaz naturel. Là, on est dans l'écologie. Ça m'amuse de voir que mes adversaires, ils parlent qu'au vélo, ils pensent écologie parce qu'à mettre des vélos. Bon, ça compte, des vélos. Mais ils ne parlent pas d'économie d'énergie, ils ne parlent pas de propreté, ils ne parlent pas de l'eau. L'eau, c'est fondamental. Il faut qu'on pense à nos ressources à nous. Là, on nous prédit, quand je dis que Montauban, il y a à la fois la volonté d'en faire une ville humaine, mais aussi une ville d'avenir. Anticiper la démographie qui est galopante à Montauban. On fait partie, c'est la commune qui a pris le plus d'habitants par rapport à sa population, d'après l'INSEE. Oui, nous avons plus 6,5% d'habitants en 5 ans, presque de 700 000 habitants de plus par an. Tout ça, il faut l'anticiper par la voirie, vous citez les grandes voiries, mais aussi l'habitat, mais aussi l'emploi, donc en accueillant des entreprises, mais aussi les écoles, les infrastructures sportives et culturelles, on en parlera tout à l'heure. Voilà. C'est un vrai travail transversal que nous portons vraiment en faisant en sorte de dépenser le moins possible, mais quand même en même temps en faisant de la qualité. C'est vrai qu'il y a une forte poussée démographique au niveau du Tarn-et-Garonne et plus particulièrement à Montauban. Oui. Également, vous en avez parlé du coup de cette volonté de respecter les convictions écologiques de chacun ou autre. La question de l'écologie, elle doit s'imposer dans le débat actuel justement, vous trouvez ? Moi, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir dans ce domaine parce qu'on est très en avance. C'est Mme Berly qui, chaque fois, s'énerve dans les débats en disant « Mais on le fait déjà, mais on le fait déjà ». Quand on lit les propositions adverses, on est la première agglomération d'Occitanie à avoir mis en place un plan climat, il y a longtemps déjà. Le schéma des vélos, on l'a signé, on est la première ville d'Occitanie aussi à l'avoir signé avec le préfet de région en décembre dernier. Puis la plantation de nombreux arbres aussi, je crois. Alors les arbres, mais c'est depuis toujours, quand je suis arrivée à Montauban, j'ai dit on ne coupe pas un arbre sans mon autorisation. Chaque arbre, et pour un arbre, si vraiment on n'a pas le choix, on en replante 2. Donc je veux dire qu'on n'a pas de leçon à recevoir sur le verdissement, et on va continuer, puisque puisque vous avez mon projet sous les yeux, nous envisageons de verdir encore plus, parce que c'est une façon d'amener plus de degrés en moins quand on a des grosses canicules, mais aussi d'oxygène. Et je pense que pour la santé, c'est important de penser à tout ça, de lutter contre la carbonisation, si j'ose dire, de la pollution des villes, et à la même temps penser à réfléchir en mettant des fontaines. C'est ce qu'on va faire notamment sur la place de la cathédrale et la place nationale. D'accord. Et la végétalisation aussi, je crois, de bâtiments, vous prévoyez ça? Oui, on l'a déjà fait des expériences, notamment sur l'école verte de Bapilly. On l'a fait également sur la toiture du pôle Solidarité
La problématique des toits végétalisés, c'est que notre climat est très chaud l'été et qu'il faut vraiment des espèces bien adaptées. Ça n'a pas été une vraie réussite, mais on se n'interdira pas, mais il faut y réfléchir parce que je crois qu'on peut faire mieux. C'est pas, à mon avis, ce qui est important, c'est de planter des vrais arbres, des espaces verts, de mettre de la verdure partout où on le peut, de fleurir. Dans la charte de l'arbre que nous avons adoptée en conseil municipal il y a ça un mois ou deux, on a prévu même un permis de végétaliser qui serait accordé aux habitants, qui pourraient végétaliser leurs trottoirs, leurs murs, puisqu'aujourd'hui avec le zéro phyto, malheureusement, on peut plus mettre de produits qui, comme autrefois, tuer les herbes. Donc autant en faire un atout et mettre des fleurs là, plutôt que d'avoir des herbes folles. Mais également, on pensait lancer des concours pour le fleurissement des balcons. Voilà, je crois que il faut impliquer les citoyens et je crois qu'ils seront ravis parce que ils sont heureux, je crois, de vivre dans des cadres agréables, eux aussi. Autre thématique qui revêt une certaine importance pour les Montalbanaises et les Montalbanais, c'est la sécurité. Le maire, nous le rappelons pour nos auditeurs, dispose de pouvoirs de police administrative qui le conduisent à prendre des mesures visant au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité ainsi que de la salubrité publique sur le territoire de sa commune. Le maire est également investi de nombreuses prérogatives en qualité, ça c'est moins connu, d'officier de police judiciaire. Quelles ont été, s'il vous plaît Madame Barège, vos priorités durant l'exercice de vos mandats locaux en termes de sécurité et quels seront, si vous êtes réélu, vos prochains objectifs dans la lutte contre la délinquance? Je fais une petite parenthèse, j'ai été députée 10 ans, vous le savez, et à l'époque, je m'étais beaucoup battue, ça n'a pas marché d'ailleurs, à l'époque j'étais un droit populaire, pour défendre, j'étais le rapporteur d'un droit populaire, donc dans les débats sur la dernière loi sur la sécurité, pour faire en sorte que la police municipale, au moins le directeur de la police municipale, ait le pouvoir d'être officier de police judiciaire. Parce que les gens ne savent pas trop la différence entre la police nationale et la police municipale, c'est celle-là. C'est qu'on a des secteurs limités d'intervention qu'on utilise à plein, évidemment. C'est l'ordre public, le maintien de l'ordre public, la circulation routière, mais aussi d'interpellation sur flagrant délit. Mais ensuite, il faut renvoyer tout ça, évidemment, au commissariat qui, lui, est à même le seul est habilité à lutter contre les... Avec les OPJ, les officiers de police judiciaire. Voilà. Donc, notre action, déjà, c'était de ramener de l'ordre dans cette ville en 2001. Et il y avait du travail. Ça a été d'abord de créer une véritable police municipale digne de ce nom. Je m'étais fixé comme objectif d'avoir 50 policiers municipaux. Aujourd'hui, on est à 46. Mais ils sont pas seuls, puisqu'à côté de ça, on a 80 personnes qui travaillent à la police municipale. Nous avons une quinzaine d'agents qu'on appelle SVP, qui sont, si vous voulez, ceux qui s'occupent du stationnement, qui patrouillent dans les rues, même une brigade verte dans les parcs pour surveiller, les petits délits, les petites incivilités dans les parcs publics, que ce soit le cours Foucault, le jardin des plantes, la roseraie. Nous avons également des agents qui sont derrière les caméras de vidéosurveillance. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé énormément. Il y a à peu près 80 caméras de surveillance. Aujourd'hui, on en a 81. Et si je rajoute, puisqu'on va les lier à le palais Jacques Chirac, le palais des sports, il y en a une vingtaine, ça nous fera une centaine, donc sur la fin de ce mandat. Mais c'est pas tant un problème de nombre, il faut les mettre aux endroits judicieux. Donc, sur le prochain mandat, pour répondre à votre question, je vais par contre équiper de caméras. Maintenant, on a des caméras nomades qui nous permettent, quand on a un problème d'incivilité, par exemple des ordures qui sont déposées au même endroit, ça a été le cas notamment à la caserne Pomponne, on a mis une caméra nomade et là, du jour au lendemain, ça a réglé le problème. Donc ça, ce sont des caméras qu'on déplace en fait. Qu'on peut déplacer. Voilà, on appelle ça donc elles sont pas fixées. On peut les mettre selon les endroits où on a des problématiques. Ensuite, je souhaiterais en mettre des fixes devant toutes les écoles, les 37 écoles de la ville, parce qu'aujourd'hui, le sujet qui me préoccupe et qui est nouveau, c'est le sujet de la radicalisation. On n'a pas oublié, dont le 11 mars 2012, l'affaire Mera, qui a lourdement frappé Montauban. Donc, nous avons créé, c'est assez nouveau, une cellule municipale d'échange sur la radicalisation. Ça, c'est pas vieux, on l'a fait l'année dernière, avec une petite cellule, c'est-à-dire qui est composée du maire, du directeur de la police municipale, de l'adjoint à la sécurité, mais également du préfet, du procureur de la République et du directeur de la sécurité publique, du commissaire et du directeur des renseignements territoriaux. C'est un lieu d'échange évidemment tout à fait confidentiel où on échange des informations parce que évidemment la ville avait ses 1480 agents qui sont dispersés aux quatre coins de la ville, dans tous nos établissements, qu'il s'agisse d'établissements scolaires, sociaux, sportifs, culturels, bref, sont autant de dieux et d'oreilles qui permettent de remonter des informations, ce que nous faisons déjà. Donc, c'est pas nous qui traitons les sujets, mais nous faisons remonter des informations. Et en retour, notamment très récemment, on nous a alertés sur des fichiers S qui évoluaient dans nos salles de sport. Donc, nous sommes attentifs à ce sujet. Et nous avons mis en place une charte de la laïcité
dans nos établissements sportifs, de façon à éventuellement empêcher un club de continuer à évoluer s'il ne respecte pas des règles élémentaires de laïcité, le respect entre les hommes et les femmes, pas de lieu de prière, pas de lieu de prosélytisme, bref. Ces sujets, pour moi, sont très importants. Il ne faut pas aggraver, faire peur aux gens, mais il faut être réaliste, pas être naïf là-dessus. Voilà. Le problème, il reste entier. Donc voilà ce qui est un peu nouveau peut-être sur les orientations. Nous allons continuer à équiper notre police en moyens matériels. Ils ont tous évidemment des armements, dernière génération, ils ont des gilets pare-balles. Enfin voilà, il faut protéger aussi nos policiers. Ils sont en première ligne parce que on a beau dire s'il se passe quoi que ce soit, c'est souvent eux. Notre police de proximité, c'est notre police municipale. Elle est tout le temps sur le terrain. Elle est de jour, de nuit, de soir. On a 3 brigades qui sont constamment sur le terrain, jour et nuit. Quant à la vidéosurveillance, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous avons un renvoi sur le commissariat. Ils ont une caméra qui leur envoie toutes les images qu'ils demandent et qui éventuellement, quand il y a un fait qui n'est pas élucidé, des plaintes après coup, qui peuvent réquisitionner des images. Ces images, nous les gardons 15 jours seulement et nous les donnons qu'au procureur de la République ou au commissariat si nous en font la demande dans une affaire judiciaire. D'accord. Et il y avait également l'utilisation massive du dispositif voisin vigilant aussi. Alors ça, c'est bien comme le rappeliez, c'est un dispositif, je n'étais pas trop d'accord, le préfet de l'époque, quand j'ai mis ça en place, qui marche bien. On en a aujourd'hui, je crois, 224 recensés à ce jour. L'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens soient acteurs aussi de la sécurité. Nous avons des recrudescences de cambriolage. Nous allons essayer de faire des formations, il ne faut pas qu'ils prennent de risques non plus, pour que nos référents quartiers puissent être des acteurs qui puissent remonter les informations donc au commissariat, charger des enquêtes. Donc actuellement sur le secteur de Pouty, on a une recrudescence depuis 8 jours là, qu'il faut absolument qu'on arrive à enrayer. D'accord. Également, tout autre sujet, la politique culturelle d'une ville, vous en avez parlé un petit peu au début de votre interview, qui est conduite par le maire ainsi que par ses adjoints, elle dispose d'un intérêt certain. Pourriez-vous nous exposer les principaux choix qui ont été effectués ces dernières années par la mairie de Montauban visant au développement de la connaissance et du savoir ? Alors c'est un vrai sujet parce que depuis toujours, moi je considère que la culture, elle ne doit pas être une culture élitiste, mais elle doit être accessible au plus grand nombre. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que d'abord dans les choix qui sont faits donc sur les spectacles au théâtre, dans nos salles de spectacle, théâtre et heure et demie, mais également en termes d'accès sur la gratuité ou sur des prix très très raisonnables. Par exemple au théâtre, on avait initié à une époque, le directeur de l'époque de théâtre, que pour les générales, on invitait tous nos administrés qui sont dans les centres sociaux pour leur faire connaître ce secteur dans lequel ils ne sont jamais rentrés. On a toute une politique à cet égard aussi avec le conservatoire de musique dans les écoles. On a dans les zones à éducation prioritaire instauré des classes CHAM, classes à horaires aménagés, danse, musique ou chant. Et donc ça permet pour des enfants qui sont en perte de vitesse à l'école, qui font moitié enseignement théorique, moitié musique ou moitié danse ou moitié chant, et bien on s'est aperçu des résultats scolaires stupéfiants. Ça leur a redonné le goût de l'école, redonné l'envie d'apprendre, et on a c'est très encourageant. C'était une expérience qu'on avait commencé avec Madame Segui, premier mandat, et qu'on continue. Ça a un coût évidemment, mais vu les résultats. En 2001, du coup, vous aviez commencé. On avait pas tout à fait, peut-être un mi-mandat, je me souviens plus exactement, et qu'on continue de plus belle. Bon, évidemment, dans la limite ce sont donc des agents de la ville, puisque le conservatoire, ce sont totalement, il dépend d'intercommunalité, ce sont des salariés qui rentrent dans notre budget de l'agglo, professeurs de musique, on a une centaine de professeurs, donc ils donnent ces cours, comme d'ailleurs dans le périscolaire. Le périscolaire, parce que je parle de l'accessibilité à la culture, dans le périscolaire, vous avez des villes, bon, vous savez que quand on a fait la semaine des 4 jours et demi, en même temps on s'engage, c'est quand même des emplois municipaux. Les enfants, à partir de 7 heures, on les accueille dans les écoles. Et après, c'est l'enseignant qui arrive et qui commence ses cours, mettons, à 8h30 ou 9h. Ensuite, on les reprend entre midi et 2, c'est toujours notre personnel. Et après les cours, c'est nous qui assurons ce qu'on appelait autrefois la garderie, les études, et où là, c'est le périscolaire, y compris d'ailleurs le mercredi matin pour les familles qui travaillent. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne, un périscolaire ? Pas seulement des études, la garderie, mais aussi la possibilité de faire du sport, de faire de la musique, de faire la culture, du théâtre. Et donc, tous ces enseignants, ce sont là aussi des agents payés par la ville,
C'est un coût. Nous avons 4 millions d'euros, ça nous coûte 4 millions d'euros pour nos 37 écoles, et on demande aux familles simplement une participation symbolique, parce que la CAF, qui nous donne 200 000 euros par an, avait demandé une participation des familles. Donc on a mis 1 euro par famille et par an, voire 50 centimes pour les gens à revenus très modestes. Et je crois que tout cela participe à l'envie et au goût de donner envie de connaître, d'éveiller. La culture, ça sert à quoi? Éveiller l'esprit, à l'ouverture sur le monde, à l'ouverture sur les autres, à emmagasiner des notions qu'ils n'auraient jamais pu connaître auparavant. Et à cela, je rajoute tout ce qu'on fait d'ailleurs aussi avec les centres sociaux, puisque là aussi on a toute une diversification d'actions menées par la politique de la ville dans le cadre de nos centres sociaux. C'est ce que j'appelle l'accessibilité. Après, ça n'empêche pas la qualité dans nos programmes. Je vous ai parlé des salles de spectacle, mais le musée Ingres-Bourdelle, nous avons des prix très très modestes, mais aussi c'est totalement gratuit, puisqu'il y a des classes qui vont faire des visites ou qui font un peu de dessin. Enfin, il y a toute une activité pédagogique au niveau du musée. Même chose dans tous les festivals que nous subventionnons largement. Je pense à Confluence. Lettres d'automne, nous donnons de très grosses subventions parce qu'ils font un gros travail dans nos centres sociaux, dans nos écoles. Moi, je crois qu'il faut éveiller à la culture. Quand on a la chance d'être dans un milieu favorisé, évidemment, vos parents vous amenez au théâtre, au cinéma, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça. Il faut leur permettre d'avoir au moins envie de découvrir, et après, j'espère, de continuer à se cultiver, parce que la culture, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le cœur. Ça permet de trouver un travail, ça permet de s'élever tout simplement. Et justement, vous avez parlé de la reine. Bertrand, 2 secondes. Le musée Ingres, est-ce que c'est toujours gratuit le lundi? Alors le lundi, je crois que c'est le jour de fermeture, si je ne me trompe pas. Par contre, on a ouvert énormément les amplitudes horaires. Par exemple, c'est ouvert entre midi et 2, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, jusqu'à 19h le soir. Il y a même un nocturne, je crois, jusqu'à 21h, et c'est ouvert le dimanche. Ce qui explique qu'on a pu avoir plus de 20 000 entrées en l'espace de 2 mois. Plus de 20 000 entrées, là où, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, on avait prévu 70 000 entrées dans l'année. Donc on est content, on est au-dessus des prévisions. Maintenant, il faut maintenir la curiosité, parce qu'il y avait l'attrait de la nouveauté. Donc il y a une exposition temporaire que je vous invite à aller voir, avec des musées de France magnifiques. On a le Louvre, le musée d'Orsay. On a une convention avec le Louvre. Nous avons prêté des tableaux de Picasso, des tableaux d'Ingres, mais pas que d'Ingres, notamment de Picasso, d'artistes extrêmement connus. Ça participe aussi de la politique culturelle. On voudrait que Montauban, dans le prochain mandat, devienne la capitale du dessin. Donc on a, à l'occasion, l'année dernière, je suis allée à la Villa Médicis, qui nous avait demandé de leur prêter le violon d'Ingres. Vous savez qu'il existe, ce violon d'Ingres. C'est pas un mythe. Et Ingres était un très bon musicien. Et pendant les 10 ans où il était à la Villa Médicis, d'abord comme élève et ensuite comme administrateur, il faisait le soir, pour se détendre, des concerts avec Liszt, avec Chopin, avec des gens de très bons musiciens. Donc ce violon, un jour, la Villa Médicis a fait une exposition, c'était en mai dernier, j'ai eu le plaisir d'y aller, ça s'appelait le violon d'Ingres. Mais de tous les... Alors, il y avait les violons d'Ingres de Victor Hugo, si vous voulez, dans toutes les disciplines. Quel était le violon d'Ingres de cet artiste qui est connu par Victor Hugo pour la littérature, mais quel était son violon d'Ingres? Donc, bref, on a prêté le violon. Et à cette occasion, donc, on a été très bien reçus, bien sûr. Vous savez que c'est une incise de l'ambassade de France. C'est un territoire français à Rome. Mais bien sûr, oui. Et donc, on a convenu qu'on aurait un partenariat, si je serais élu, on lancerait un concours de dessin. Le gagnant du concours de dessin aurait 8 jours de résidence à la Villa Médicis, tout frais payé par la ville et par la villa. Voilà. Ça permettrait de perdurer. Ça va intéresser certains. On espère de tout notre cœur que ça va continuer à faire parler de Montauban. Mais justement, vous avez parlé de cette rénovation importante du musée Ingres. Est-ce que le fait de l'appeler le MIB, c'est-à-dire le musée Ingres-Bourdelle, il y avait une volonté derrière de rendre un hommage plus appuyé que ce n'était le cas auparavant à justement Antoine Bourdelle? Oui, tout à fait. Merci de le rappeler. C'était pas gagné. On avait parlé avec des élus. Bon, il a fallu vaincre quelques résistances administratives, mais on est heureux de l'avoir fait, parce que, d'ailleurs, de même que le concours de sculpture que j'ai organisé sur les allées Mortarieux et Empereur autour de Bourdelle, puisque moi je voulais mettre des statues de Bourdelle, et on m'a dit on peut pas. Il y a un droit à l'image. Enfin bref, à la propriété intellectuelle et artistique, donc on peut pas reproduire. Mais alors donc du coup, on a dit on va lancer les sculptures avec l'idée de faire des œuvres autour de Bourdelle. Donc on a trouvé l'archer qui sort de terre, vous avez Camille Claudel, vous avez Cléopâtre maintenant, le nom de sa deuxième épouse qui est sur l'esplanade des Fontaines. Et je crois que je vais vous dire, la culture, c'est ça. Moi, j'essaie de vulgariser les choses le plus possible pour l'accès au plus grand public. Olympe de Gouges, personne ne la connaissait vraiment à Montauban, je dois dire, en 2001 quand je suis arrivée, sauf quelques initiés, des féministes, etc. Je crois que tout ce qu'on a mis en place avec les journées Olympe de Gouges chaque année au mois de mars,
l'anniversaire, c'est le 8 mars, vous avez la fête internationale des femmes, fait qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde sait qui est Olympe de Gouges à Montauban. Elle a été plus connue à l'étranger, à l'extérieur, qu'à Montauban. Même chose avec Bourdelle. Je pense que Ingres, tout le monde le connaît, mais Antoine Bourdelle méritait d'être un peu plus mis en lumière. Pour moi, c'est un sculpteur magnifique du début du siècle dernier. Vous allez faire plaisir à André Haquet, que j'ai reçu dernièrement en interview. Il est heureux, d'ailleurs, il m'a remercié, mais je ne l'ai pas fait que pour lui, évidemment. Et en ce qui concerne cette fois-ci autre thématique, la question du pouvoir d'achat, il ne vous a pas échappé qu'un mouvement de protestation a émergé il y a plus d'1 an de cela. Il s'agit du mouvement dit des Gilets jaunes. Certains de nos concitoyens ont fait part au grand jour de leurs importantes difficultés financières et d'une certaine forme de désarroi vis-à-vis d'une classe politique délaissant ces questions, notamment sur le plan national. Quels sont selon vous les leviers d'action qui peuvent être mis en œuvre sur le plan local cette fois-ci afin d'aider, d'accompagner des Montalbanaises et des Montalbanais qui se trouveraient dans une situation de précarité importante? Merci de me poser cette question. D'abord, je veux dire publiquement que c'est un mouvement que j'ai soutenu. Je ne parle pas des casseurs, je fais le distinguo bien sûr, mais moi je suis allée les voir sur le rond-point, je les ai reçus en mairie, j'ai reçu leur cahier de doléances, j'ai même prêté un local pour faire une radio locale pour qu'ils s'expriment au marché-gare. Je sais que tout le monde n'a pas apprécié cela, mais je leur ai tendu la main parce que je considère que là on découvre une pauvreté qui se cache, des travailleurs pauvres, des retraités avec des retraites de misère, vraiment de pauvres gens qui ont retrouvé une forme de fraternité sur ces ronds-points. Vous avez plaisir à se retrouver. C'est des braves gens. Bon, alors après, il y a eu des exactions, mais ça que je cautionne pas, bien entendu. Et là, je trouve que la façon dont on les a traités n'est pas à la hauteur du respect qu'on doit avoir pour des individus qui sont vraiment au bord du fossé, si vous voulez, qui sont prêts à basculer et qui ont besoin d'un coup de main. Alors, que peut faire un maire? À part les avoir soutenus, que peut faire un maire? Bon, on n'est pas puissant sur tout, évidemment, les lois, c'est pas nous qui les gérons. Nous avons un pôle solidarité qui est très efficace, mais il faut le faire intelligemment, pour pas vexer, etc. À l'époque, tous ces gens qu'on a rencontrés, on a essayé de les aider dans la recherche de leur logement social, dans des secours ponctuels pour payer des factures qu'ils n'arrivaient pas à payer. C'est ce travail au quotidien que fait le CCAS. Donc nous versons la ville de Montauban un budget de 3 millions d'euros par an au CCAS pour gérer tout ça, toute cette misère qui malheureusement est grandissante. Montauban jamais, il me semble qu'il n'y a jamais autant de fractures. C'est le mot est vraiment vrai. Il y a des gens qui vivent bien, heureusement, des gens mais il y a aussi tellement de gens qui sont vraiment dans de très très grandes difficultés. Alors, le sujet des retraites, c'est un sujet important, tout à cet égard-là. Il y a trop d'injustice dans les retraites. Moi, j'étais une famille, mon mari est agriculteur et je voyais les misères de retraite des agriculteurs. Ma belle-mère touchait 500 euros par mois, alors qu'elle avait traité toute sa vie sur l'exploitation. Bon, bref. Tout ça, ça dépend pas de nous. Nous, on essaie par contre, à notre niveau, par exemple, on a mis en place une maison relais où on accueille des personnes vraiment en rupture de vie sociale qui trouveraient pas d'hébergement si on ne les avait pas, on les avait pas hébergés. On va essayer d'en créer 2 de plus, maisons relais, pour des personnes en très grande fragilité, qui ne sont pas encore à même de pouvoir trouver un logement toutes seules. Après, dans quel lieu ces maisons relais? On en a une qui est au Rond, celle qui existe déjà, c'est le CCS qui la gère, et on va essayer d'en créer une dans le secteur d'Issonchou, et la deuxième elle sera plutôt du côté des Montauriol. Là, on a 2 projets en cours. Au niveau de la médiathèque, du coup. Voilà, pas de la médiathèque, plutôt au niveau de l'évêché, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça c'est en cours de discussion, bon on a bien avancé, mais bon, j'espère que ça va se réaliser sur le mandat qui arrive. En parallèle de cela, nous avons évidemment tout le secteur du centre social dont j'ai parlé tout à l'heure, le pôle senior. Les plus fragiles sont les plus âgés, parce qu'évidemment, ceux-là souvent ils n'ont pas de retraite ou des retraites de misère. Donc alors que c'est pas une compétence de la ville, les seniors normalement, avec les personnes âgées, c'est ressort du Conseil général, tout ce qui est social. Nous, il y a longtemps qu'on a pris ce dossier en compte depuis l'épisode de canicule, pour lutter contre l'isolement, pour repérer les personnes seules et pour être présente. Donc on a des visites à domicile, pour celles qui sont les plus qui ont du mal à se déplacer, et puis après on a tout un secteur pour le senior qui marche bien pour des loisirs, des voyages, de la culture pour les occuper. Il n'y a rien de pire que la solitude, et je crois que la détresse des Gilets jaunes c'était un peu ça aussi, se sentir complètement seul. Donc voilà, on a beaucoup d'actions qu'on va continuer, bien sûr qu'on va essayer d'amplifier, parce que malheureusement la précarité est bien là. Montauban est une ville qui est éligible à la dotation de solidarité. Quand je suis arrivée, c'était déjà le cas, et ça permet d'ailleurs d'avoir un taux de logement social plus bas, mais malheureusement
Tout à l'heure, vous avez parlé de la démographie. Ce qu'on peut regretter, c'est la métropolisation. La métropolisation, le phénomène fait que les gens viennent de la campagne vers la ville. C'est vrai pour Toulouse, mais c'est vrai pour les villes-centres. Et Montauban, je vois bien, on prend beaucoup d'habitants, mais on les prend au détriment du haut du département, du nord du département, Saint-Antonin, etc., qui se dépeuplent. Et c'est bien dommage, parce que je comprends les maires qui habitent là, ils se battent pour leurs écoles, ils se battent pour... Mais les faits comme ça, les gens pauvres, ils vont plutôt dans la grande ville parce qu'ils savent que là, ils auront de la gratuité, ils auront des transports, ils seront plus près des soins, parce que le problème de la démographie médicale est un autre sujet, mais enfin bon, ça ne relève pas du maire. Tout ça fait que on peut s'en réjouir et en même temps s'en attrister, parce que c'est pas... Et il faut donc quand même toujours poursuivre ces actions-là, et plus que jamais. D'accord. Et également la mobilité, les transports ou encore le stationnement seront des thématiques au cœur des débats lors des élections municipales. Ces dernières années, il y a eu une volonté marquée de la part de la mairie de Montauban d'augmenter significativement le nombre de places de parking, de stationnement de parking, pour des parkings qui sont souterrains. Il y a eu notamment la création du parking Griffoul, situé à la place Prax Paris. L'on note également la construction actuelle d'un parking relativement conséquent, je crois 5 étages. 477 places, 477 places, 5 étages, qui est situé à la place Franklin Roosevelt, là où cathédrale, on va dire, pour les gens qui comprennent mieux. C'est où il y a la cathédrale qu'on a dit Notre-Dame de l'Assomption. Il y a eu également la mise en place, je crois, de navettes pour rejoindre plus aisément le centre-ville. Ces mesures doivent-elles être, Madame Barège, accompagnées de nouveaux dispositifs afin d'éviter une certaine forme de désertification du cœur de la commune ? Alors, pourquoi créer ce parking souterrain sur la cathédrale ? Parce que j'ai la faiblesse de penser, enfin c'est ma conviction, que si vous voulez revivifier les centres-villes, il faut pas, et le commerce, il faut que les habitants vivent en centre-ville. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en 2001, vous aviez des immeubles, vous avez les rez-de-chaussée occupés par les commerces et les étages soit complètement vacants, complètement inhabités, soit habités par des marchands de sommeil, donc de l'habitat très insalubre. Moi, je pense que, et ce travail de reconquête, on l'a fait quand même sur 3 mandats, commence à porter ses fruits, c'est que si vous ramenez des habitants qui ont un pouvoir d'achat donc en centre-ville, vous avez tout de suite des consommateurs qui vont faire travailler les commerces déjà, forcément. Enfin, moi, je sais que j'habite en centre-ville, je fais tout à pied, je n'achète qu'en centre-ville, et c'est tellement merveilleux de ne pas avoir à prendre sa voiture. Donc ça fait partie de la problématique du centre-ville, comme tous ces centres-villes historiques, dont moyenâgeux, il n'y avait pas de garage évidemment, pas dans tous ces beaux hôtels particuliers, et donc, où à l'exception près, il y a quelques cours aménagés, mais très peu. Donc, il faut ramener du parking de proximité résidentiel. Donc, dans ce parking souterrain de 5 étages, il y a tout le dernier étage, 100 places, qui seront réservées aux résidents du centre-ville. D'accord. Avec 2 solutions. Soit ils pourront prendre un abonnement relativement modeste, lors de 30 €, 38 € par mois, soit carrément acheter une place sur la durée de la DSP. Ça s'appelle une amodiation, puisque vous êtes juriste. C'est une forme de propriété, mais qui aura un temps limité. Donc ça va être présenté très prochainement au conseil municipal, puisqu'on a un avenant qui va être voté au prochain conseil municipal, et le titulaire Interparking de ce marché va faire une conférence de presse justement pour bien dire que d'ores et déjà, parce qu'il y a déjà des gens qui l'appellent pour prendre des abonnements, donc c'est plutôt agréable. Quand j'entends l'opposition me dire il fallait faire le parking construire le parking sur le jardin des plantes, vous savez, c'est quand même aberrant de dire des choses pareilles. Je crois que Thierry Gallon, vous voulez justement faire plusieurs étages. C'est le seul endroit où il est gratuit. J'ai souhaité, on a une politique, c'est-à-dire que tout le bas de la ville, on a la Bastide, vous avez le ravin de la Mondoune, le ravin du jardin des plantes, si j'ose dire, et les berges du Tarn. Tout ça, c'est des places gratuites, la plupart. Donc là, il y a à peu près, entre les faubourgs et le reste, on a à peu près 2000 places gratuites à moins de 5 minutes du centre-ville. Mais par contre, si on veut faire une rotation au centre-ville, et si on veut payer les parkings quand même, parce que le parking de la cathédrale, il va coûter 13 millions d'euros, c'est quand même plutôt consommateur de payer ce financement qu'au contribuable montalbanais qui ira mettre jamais sa voiture dans ce parking. Et moi, je suis partante, je suis contre la gratuité. C'est pareil pour les transports publics. Il est jamais gratuit, le transport public. Ceux qui prônent que les bus doivent être gratuits,
Ça veut dire que l'argent pour payer quand même les structures, le personnel, les bus, etc. Les impôts locaux. Donc moi je trouve que l'histoire du tout gratuit est une véritable aberration. Enfin moi je suis contre. Par contre, dans tout ce qu'on fait, que ce soit le stationnement, les bus, etc., il y a un tarif solidaire, adapté, pour les personnes qui ont le RSA, pour les étudiants, pour les personnes âgées. Voilà. Donc ça on sera jamais d'accord avec les communistes. C'est ce qui nous oppose. On voit ce que ça a donné la gestion communiste dans les pays du RSS, de Chine et d'ailleurs. Voilà, ça a été un véritable fiasco parce que ça ne correspond pas à la réalité. Voilà. Donc pour le parking de Monsieur Vialon, c'est quand même incroyable qu'il veuille construire un parking payant sur un endroit qui est gratuit. Voilà. Et en plus qui est un peu éloigné du centre-ville. C'était une des propositions qu'on m'a faites. Mais j'ai choisi plutôt carrément cathédrale. Pourquoi ? Il y avait 2 raisons. Celle que je vous dis, se rapprocher le plus possible des résidents et des commerces. Et deuxième choix, c'était comme on aménageait le cœur de ville. On va mettre un magnifique parvis, vous savez, quand le parking sera terminé, sur la cathédrale, avec un miroir d'eau, avec de la végétalisation, et plus aucune voiture. Je me suis quand même remettre un joli couvercle sur une boîte à chaussures complètement vieillissante, puisque le parking avait été construit dans les années 50, qui était plus du tout adapté à la taille des voitures. Il y a des voitures qui n'osaient pas rentrer parce que les gros 4x4, ils rentraient pas, ils pouvaient pas manœuvrer. Donc c'est l'occasion ou jamais de dire, certes, ça a été un peu de gêne, mais c'est un chantier, je trouve, qui se passe plutôt bien, qui est très bien géré par Interparking. Il sera fini dans combien de temps Normalement l'année prochaine. Non, oui, c'est voilà. Ça. Normalement, ils sont en train de creuser, là, avec une énorme pelle gigantesque, et après ils vont commencer à construire. D'accord. Tant que vous parlez de parking aussi, il faut préciser aux Montabanaises que le parking qui est place des Fontaines, il y a 20 minutes gratuits. Oui. Alors, beaucoup ne le savent pas, ça en plus. 20 minutes gratuits, comme d'ailleurs en voirie, donc il faut, les horodateurs. Donc il faut savoir, c'est une règle, même c'est une demi-heure, je crois maintenant. Je suis 20 minutes ou une heure. 20 minutes. C'était pour permettre aux gens qui disent qu'est-ce qu'on n'a pas entendu. C'est toujours le vrai débat. Chaque fois qu'on met des parkings, les gens voudraient que ce soit gratuit. Mais en même temps, les commerçants, s'il n'y a pas de rotation, si les voitures bougent pas, c'est les premiers à se garer devant leur boutique et leurs salariés aussi. Et le client, il va ailleurs, il va en zone périphérique. Donc, vous avez peur en fait des voitures un peu ventouses aussi. Complètement, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on en a pas mal des voitures ventouses sur les berges du Tarn. De temps en temps, on est obligé de faire passer la police municipale pour vérifier. C'est pas des voitures volées, vous savez qu'ils laissent des carcasses comme ça, et pour faire en sorte quand même de libérer de l'espace aussi. C'est le cas au Jardin des Plantes aussi. Et pareil au Jardin des Plantes, c'est un vrai sujet. Alors vous dites, donc, j'insiste sur les parkings qui sont dans les rues, sont gratuits aussi les 20 premières minutes. Alors, vous me posez une colle, là, je voudrais pas vous dire des bêtises. Sur les horodateurs. Peut-être pas, c'est peut-être qu'un ouvrage, vous avez raison. Vous avez peut-être raison. On vérifiera. Oui, je devrais vous le savoir, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Vous avez peut-être raison. Puisqu'on ne pourrait pas, ces horodateurs, c'est plus compliqué. Et abordons, si vous le voulez bien, parce que c'est directement lié à ce que vous êtes en train de dire, le centre-ville, etc., l'économie locale. Oui. Et en centre-ville, pour être plus précis. Le maire, ainsi que le président de la communauté d'agglomération, il dispose d'un certain nombre de leviers économiques afin de favoriser et d'accompagner l'implantation d'entreprises, d'aider les commerces de proximité. Quels ont été, s'il vous plaît, les choix effectués ces dernières années par la mairie de Montauban visant au renforcement de l'activité commerciale sur le territoire de la commune? Et pouvez-vous également nous exposer les décisions majeures prises dans ce domaine par le Grand Montauban, dont la présidence fut assurée par vos soins? Alors d'abord, tous ces travaux d'embellissement, je pense que ça participe de la volonté aussi d'attirer du monde, je ne vais pas y revenir, en centre-ville. Mais surtout, nous avons signé l'Action Cœur de Ville, c'est un dispositif que le gouvernement donc a lancé. Comme nous étions déjà prêts, on avait déjà démarré nos travaux des allées, etc., que la plupart de nos projets s'inscrivaient complètement dans cette opération. Nous avons été la première collectivité, encore une fois d'Occitanie, à signer ce document, ce contrat avec l'État de Cœur de Ville, qui n'apporte pas plus d'argent, mais qui permet d'aller plus vite, simplifier le système de guichet, si vous voulez, quand on va chercher de l'argent auprès de l'État pour le logement, Action Logement, que ce soit pour les commerces, le FISAC, que ce soit pour la voirie, le PSIL. Vous voyez, dans toutes ces actions qui existent déjà, ça permettait de coordonner les choses et d'avoir surtout des financements de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, qui s'appelle aujourd'hui la Banque des territoires, nous a beaucoup aidé, financé pas mal de projets et nous accompagne encore aujourd'hui puisqu'on continue ce contrat Cœur de Ville. Donc pour installer les commerçants, notamment, nous avons des aides que nous faisons. Alors,
Pour les particuliers, nous avons tous les dispositifs habituels, OPH, etc. Mais nous avons rajouté les restaurations de façade, nous les subventionnons. Pour les commerçants, même chose pour les devantures et pour l'accessibilité. Vous savez qu'ils ont des règles à respecter pour la mobilité handicapée. Donc là aussi, nous pouvons les subventionner, nous le faisons. Il y a une commission pour ça, il suffit qu'ils nous présentent un dossier. Donc ensuite, on a mis en place ce manager de centre-ville, mais on l'avait déjà fait. C'est en fait un agent de la ville qui est chargé d'être en contact direct avec les commerçants pour les aider à s'installer, pour les voir de temps en temps pour s'il y a un problème, pour essayer de résoudre, je sais pas, des difficultés sur, je sais pas, le passage des bennes, je sais pas, tout ce qui peut se présenter, pour essayer partout de créer du lien et surtout de l'efficacité dès lors qu'il y a une difficulté qu'ils rencontrent, ou tout simplement les accompagner sur un projet. Quand ils font les braderies de centre-ville, on prend les arrêtés qu'il faut, on les subventionne pour des actions significatives d'animation. On prend en charge d'ailleurs maintenant aujourd'hui tout seul les animations de Noël. C'est pas le cas de toutes les villes. C'est nous qui payons donc les illuminations. Vous avez dans d'autres villes, ils participent les illuminations de Noël, les animations de centre-ville pour essayer de faire venir toujours pareil des clients. Hein, c'est le but, d'attirer des familles. Qu'est-ce que je sais pas, Vous agissez également sur le foncier, non? Le foncier, alors vous avez raison. Un outil important, le droit de préemption sur les fonds de commerce. Quand on a des commerces qui attirent on va dire des dealers, des choses comme ça, et quand on peut le faire, on préempte ces fonds de commerce pour leur donner une autre destination, on va dire un peu plus, je sais pas, plus normale, on va dire. Je ne vais pas en dire plus. Et c'est ainsi que, par exemple, la rue Marie-Lafont, qui était aujourd'hui autrefois très mal famée, on avait beaucoup d'insécurité, beaucoup de dealers, aujourd'hui, petit à petit, elle n'est pas encore très commerciale, mais on a des artisans qui s'installent. Vous avez voulu en faire une rue des artistes. Je voulais en faire, voilà. Donc c'est pas exclu d'ailleurs, puisque j'ai dit que, je le redis d'ailleurs au micro, qu'on a préempté quelques fonds de commerce, donc on a des locaux à très bas prix, puisque pour nous c'est pas une question de rentabilité, à mettre à disposition d'ateliers ou voire même d'artistes simplement pour exposer leurs œuvres. C'est toujours d'actualité. On en a déjà installé. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a installé Confluence. Confluence, qui est l'association littéraire qui a créé la Petite Comédie. Ce sont des locaux municipaux qu'on a mis sur le parvis du théâtre parce qu'on trouvait que c'était bien. Et en contrepartie, je leur avais demandé qu'ils animent cette place du théâtre avec des cafés littéraires, des choses comme ça. Ça, c'est pas encore à faire. Nous sommes en train d'ailleurs de préempter, de négocier le rachat du fonds de commerce du café du théâtre, justement, qui fait face au théâtre, parce que là aussi on voudrait quelque chose de plus qualitatif et qui permette d'avoir la possibilité après des spectacles de pouvoir faire du réceptif ou des animations. D'accord. Autre thématique également abordée, le sport, les pratiques sportives au sein de la commune de Montauban. La ville de Montauban, elle dispose d'un nombre relativement important d'infrastructures sportives dues à de nombreuses restructurations réalisées ces dernières années. Alors, nous pouvons bien entendu citer la construction du complexe aquatique Ingréau, la création du Palais des Sports, vous l'avez dit, Jacques Chirac, l'aménagement du stade de Saint-Pierre avec la construction d'un chapiteau dit espace Valorem, et également la rénovation de divers gymnases, etc. Quels seront vos prochains objectifs si vous êtes réélu maire de Montauban en matière de promotion des pratiques sportives ? Alors, ça sera nettement le rugby, mais d'abord je voudrais vous dire que en 2020, quand nous sommes arrivés, Francis Bourgade de l'Adjoint Sport a fait faire un audit de nos infrastructures sportives et qui sont avérées toutes obsolètes. Donc on a fait un programme, pareil, parce que je ne veux pas augmenter les impôts, donc on a phasé, donc on a commencé par le dojo, on a fait le plus beau dojo de France. Et ensuite on a continué, vous l'avez dit, pour ne citer que les plus gros, la salle de basket, la salle de la SMS. Ensuite on a fait le complexe aquatique Ingréau, le golf, les Palais des Sports Jacques Chirac, le stade Jean Berpec de foot. Donc tout cela nous permet, on est très fiers, d'avoir pu être éligible au label Terre de Jeux 2024, c'est-à-dire que pour les Jeux Olympiques, Montauban pourra recevoir une équipe étrangère qui sera à demeure pendant le temps des Jeux Olympiques. Il n'y aura pas de compétition, hein, je m'entends bien. D'accord. Mais ils pourront s'entraîner, et je pense que ce sera un plus d'abord pour nos touristiques, toujours pareil, hein, pour faire vivre nos hôtels et nos restaurants, mais aussi pour montrer des joueurs de haut niveau, justement, au Montalbanais, pour les sportifs. Je crois que ce sera très encourageant. De la même manière, nous avons candidaté et nous sommes présélectionnés déjà, et centre l'autre jour,
pour la Coupe du Monde de rugby 2023, un an avant. Nous serons là aussi, donc ville d'accueil, dont des équipes étrangères. Donc Bernard Laporte l'a confirmé. Et là, nous avons reçu qui est venu à Montauban. World Cup, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, est venu à Montauban il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc ça, nous l'aurions jamais eu si nous n'avions pas eu toutes ces infrastructures, parce qu'avant qu'ils nous donnent ces labels, ils sont venus visiter tous nos gymnases, nos stades, l'hébergement, etc. Donc le dernier, pour répondre à votre question, c'est le rugby. Maintenant qu'on a déménagé le foot du Ramirou au Ramier, au stade Jean Verbeek, l'idée c'est de faire du Ramirou, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un genre de stade, vous avez 7 terrains, dont un synthétique, et en faire là un véritable centre d'entraînement professionnel, de formation, pas que rugby, pôle d'excellence, parce que j'aimerais, où il y aura donc de la restauration, de l'hébergement pour les équipes, tout ce qu'il faut investir, tout ce qui est nécessaire, des salles de séminaire et de travail, de musculation. L'idée, c'est aussi peut-être de mutualiser avec d'autres sports pour qu'on ait là vraiment l'élite qui vienne s'entraîner, donner envie, et puis peut-être garder tous ces sportifs sur Montauban aussi, ne pas les voir partir, et avoir peut-être des partenariats avec nos lycées, parce que c'est dommage qu'on puisse pas faire sport-études à Montauban, alors qu'on a maintenant les infrastructures nécessaires. J'étais désolée de voir que par exemple un champion de natation était obligé de partir à Montpellier, parce que ça c'est l'éducation nationale, ils n'avaient pas organisé son emploi du temps pour faire sport-études. Donc ça, moi j'aimerais bien qu'avec ce centre d'entraînement en plus, nous arrivions à développer tout ça à Montauban. C'est une ville sportive, on a énormément, on a 350 associations, je ne sais pas combien de licenciés, et je crois que ça le mérite. Et puis le sport, c'est comme la culture, ça permet d'abord d'apprendre des valeurs de vie en commun, de respect de l'autre, respect de soi, de dépassement, des valeurs humaines tout simplement, et qui est bon d'inculquer à tous nos jeunes, mais il y en a beaucoup qui les ont déjà. Hein. Il y a une dernière thématique aussi à aborder, c'est l'accompagnement en fait au niveau municipal des Montalbanaises et des Montalbanais dans les différentes phases de leur vie, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. À la lecture de votre projet politique, plusieurs propositions émergent en l'espèce, notamment la construction d'une nouvelle crèche, je crois, à Villebourbon, si mes informations sont exactes, mise en place d'une politique de rénovation des écoles maternelles ou élémentaires, également au niveau de l'enseignement supérieur. Vous souhaitez obtenir la gestion du centre universitaire de Tarn-et-Garonne, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tous ces éléments ? Ah, c'est un vrai sujet, un vieux vrai sujet. En 1994, quand l'enseignement supérieur s'est installé en France, je ne sais pas pourquoi, il y a 13 départements de France qui en ont eu la gestion, notamment le Tarn-et-Garonne. Jean-Michel Bailly avait dû peser à l'époque pour avoir la gestion du centre universitaire. Là où, partout ailleurs, à Albi, c'est l'agglomération du Grand Albi, à Rodez, c'est l'agglomération, à Tarbes, je parle que les plus proches, c'est l'agglomération Gaillard-Albi à 6000 étudiants. Là, nous en avons misérablement 800 à Montauban. Donc, je trouve que ce centre universitaire géré par le département manque d'ambition. Depuis la loi. Vous vouliez qu'il soit, en fait, vous, au niveau de la gare, plus au niveau de la gare, c'est oui, ça, peu importe l'endroit, parce qu'on va avoir une future gare LGV, pourquoi pas créer un pôle d'enseignement supérieur dans la future gare LGV qui va arriver. Maintenant, ça y est, ça se précise. Maintenant, c'est sur cette gare LGV. Voilà. 2029 2022, on commence les travaux, ont-ils dit, et 2029, première rame LGV. 2h40 de Paris, ça méritera quand même, ça mérite qu'on s'y attarde et qu'on y travaille. On travaille depuis 2005, nous, c'est arrivé la LGV. Donc, en tout cas, pour revenir à l'enseignement supérieur, depuis que la loi NOTRe est passée par là, 2015, oui. Le département n'a plus que 2 compétences, vous le savez très bien, le social et les collèges. Les collèges. Et la région, ce sont les lycées. Et la voirie départementale. Et la région, les lycées. Mais vous, la mairie, vous avez les écoles primaires et élémentaires aussi. Hein. Oui, voilà, voilà. Mais ils n'ont plus l'économie. Et donc l'enseignement supérieur qui va avec. Donc normalement, maintenant, il n'y a plus aucune raison qu'on nous refuse de récupérer cette compétence au niveau d'Aglo. Voilà pourquoi, dès le prochain conseil d'Aglo, nous allons prendre une délibération de principe pour interpeller l'État, pour obtenir enfin cette possibilité de gérer l'enseignement supérieur, si on veut, en collaboration avec le département. Mais moi, je ne suis pas associée, la ville n'est pas associée. Un jour, on nous a dit qu'on était bon qu'à payer. Moi, non. Moi, j'avais demandé à faire partie de la gouvernance lors du schéma régional d'enseignement supérieur. C'est Madame Belloubet à l'époque qui était vice-présidente de la région. Qui est ministre de la Justice aujourd'hui. Qui est ministre de la Justice aujourd'hui. J'avais dit, écoutez, on est d'accord, mais à condition d'être dans le comité de pilotage, dans la gouvernance. On n'est pas là que pour payer. On me l'avait refusé catégoriquement. À l'époque, c'était M. Malvy, M. Bailey. Donc, de fait, aujourd'hui, je ne suis pas têtue. Nous essayons de faire venir des écoles d'ingénieurs. Nous en avons déjà 2 qui sont installées à Montauban. Mais sur l'enseignement supérieur, j'estime qu'on a plus d'ambition qu'eux et plus de moyens pour
pour le gérer efficacement. Voilà pourquoi nous prendrons cette délibération de principe, je crois que c'est la semaine prochaine, et nous allons interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, puisque c'est une décision ministérielle qui se prend. Pour Michel Blanquer, du coup, directement. Nous verrons ce qu'il en pense. D'accord. Et également, afin de conclure en quelque sorte cet entretien radiophonique, évoquons les femmes et les hommes qui ont fait le choix d'apporter leur concours à la réussite de votre projet politique pour Montauban. Nous avons d'ailleurs une personne qui est, je crois, pas trop mal placée dans très bien cet placée. organigramme. C'est la deuxième femme. Vous avez notamment révélé justement la semaine dernière l'identité de vos colistiers. Pourriez-vous brièvement, je vous prie, effectuer en vue de la composition de cette équipe, ainsi que peut-être nous préciser les atouts globaux dont disposent les membres de votre liste électorale? Alors d'abord, c'est pas une liste politique, puisque même si j'ai eu l'investiture des LR au niveau national dès le mois de juillet, puisque pour toutes les villes de plus de 40 000 habitants, il faut une investiture nationale, j'ai toujours dit, et déjà en 2001, mon parti c'est Montauban dans cette affaire-là. Tout le monde connaît mes idées, tout le monde connaît mon engagement, on l'a rappelé tout à l'heure. Mais pour autant, il y a, c'est vrai, peut-être une quinzaine de LR sur cette liste. C'est vous dire que sur 49 noms, ils sont pas majoritaires. Je réponds déjà à ça. Ensuite, c'est comme chaque fois, c'est pas facile. J'ai souhaité renouveler pour moitié cette liste. Parce que l'enthousiasme des nouveaux apporte toujours un peu plus, on a besoin de se renouveler. Et donc, je peux dire que sur 49 noms, on a 24 nouveaux. C'est tout à fait l'engagement que j'avais pris. Ce n'est pas simple avec la parité. Et nous savons qu'on a toujours plus de candidats hommes, mais c'est encore vrai aujourd'hui que de femmes. Les femmes, il faut aller les chercher. Et je suis heureuse de voir qu'il y a des femmes de qualité qui sont rajoutées à celles qui étaient déjà de qualité, les sortantes. Ensuite, j'ai essayé de trouver quand même par rapport aux compétences majeures de la ville, des gens reconnus dans cette discipline. Je prends l'exemple de la culture pour Philippe Bécage, je prends l'exemple du sport pour Daniel Bory, pour la sécurité d'un commandant de police à la retraite, Monsieur Jean. Ça c'est pour des nouveaux. D'accord. La culture, c'était Monsieur Crivella. C'était Monsieur Crivella, qui n'a pas souhaité continuer pour des raisons familiales. D'abord parce qu'il va déménager du côté de Nice et on le regrette vraiment. C'était un super adjoint à la culture. Bon, mais c'est normal, il y a des choix que je respecte. Donc ça a été mon premier travail, c'est de voir avec mes élus sortants ce qui restait, ce qui restait pas, et ensuite de remplir les trous, si j'ose dire, dans la raquette, en essayant, et c'est pas gagné, c'est difficile des fois de créer quand même un bon amalgame. C'est un vrai débat. De pas mettre que les sortants en tête de liste et les entrants au fond de la liste, ça voudrait dire au fond que il y a que ça sert à rien de renouveler si on donne pas leur chance aux nouveaux. Bon, elle le sait, Marie-Claude, parce que c'est pas toujours. Mais enfin, ça s'est bien passé globalement. Que vous dire d'autre? Rajeunir. Je suis plus très jeune, donc pas jeune du tout d'ailleurs, mais donc j'avais besoin de rajeunir mes équipes aussi, puisque j'avais constaté à la fin de ce mandat que une quinzaine d'entre eux avaient plus de 70 ans, donc il fallait quand même que la moyenne d'âge se rajeunisse. C'est pas facile non plus, parce que là, je n'ai pas forcément un critère. Il y a des gens très bien, même à 70 ans. Mais bon. Expérimentés, voilà, expérimentation. Il y a, de l'expérimentation. C'est important aussi, des gens reconnus dans leur domaine, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez Madame Perron, par exemple, qui est à la Chambre des métiers, qui est boulangère, qui est présidente du syndicat de la boulangerie. Enfin, je regarde un petit peu vite, vous avez Fabrice Mullier, qui est président de l'association Sud Dynamique, qui est une association de chefs d'entreprise à Alba Sud. Je ne vais pas tous vous les citer. Il y a des métiers relativement, ils exercent des métiers relativement variés en fait. Il y a des sportifs de haut niveau, on en a beaucoup. On a vu médecin. Mathieu Berger, qu'on ne présente plus. Il y a Madame Grimal, qui est une championne du monde d'haltérophilie. J'ai découvert ça, européenne, pardon. Nous avons une boxeuse, Ambre Lopez, qui est championne du monde de kickboxing. Arbitre de boxe. Si j'en oublie un, je vais me faire gronder, parce que je regarde en même temps mon monde. Ils comprendront, je pense qu'on ne peut pas malheureusement tous les citer. Mais... Non, je pense que ce sont des gens en tout cas enthousiastes, et ça c'est très très réconfortant, désireux de bien faire, déjà hâte de passer au travail. Il faut commencer par gagner les élections d'abord, avant qu'on se répartisse ce travail. S'il y en a quelques-uns déjà fléchés, comme je le dis, parce qu'ils sont identifiés quand même dans leur domaine de compétences, pour autant après il faut répartir les choses au mieux pour que chacun trouve sa place. Madame Berly, oui. Dans Marie-Claude Berly. Alors vous représentez de nouveau à côté, vous intégrez la liste. Pourquoi continuer avec Madame Barège?
Alors, j'intègre pas la liste puisque j'y étais déjà. Voilà. Moi, contrairement à Brigitte Barrèche, je suis pas tombée en politique quand j'étais petite. Je suis de formation technique. C'est Brigitte Barrèche qui m'a amenée à la politique. Et qu'est-ce qui m'a plu? C'est son caractère de battante, son envie de bien faire, de se mettre au service des autres. Et c'est vrai qu'elle m'a piqué et que maintenant, je suis vaccinée, mais pas vaccinée dans le mauvais sens du terme. J'ai envie de continuer parce qu'on n'a pas fini tout ce qu'on avait commencé. Elle m'a fait confiance alors qu'elle ne me connaissait pas puisque j'arrivais de Paris, une illustre inconnue pour tout le monde, et que cette ville, quand j'y suis arrivée, je ne l'aimais pas. Comme Brigitte Barrèche, j'étais mariée à un Montalbanais, cette ville, elle me déplaisait, on pouvait pas s'y promener. À 4 heures, aller à la place nationale, c'était une vraie gageure parce que tout était cassé, il y avait des pigeons partout, c'était sale, ça ne m'intéressait absolument pas. Et j'ai eu l'occasion de connaître Brigitte Barrèche au moment où elle est partie en politique en 2001. Je me souviens, c'était une première réunion de campagne qui était à la Maison du Peuple, tout un symbole. Et je lui ai été présentée par une amie qui était montalbanaise depuis longtemps, puisque mariée à un Montalbanais, je connaissais Montauban. Et sans que l'on ne sache pourquoi, ni l'une ni l'autre. Peut-être que quelque chose est passé entre nous, en tout cas un courant, et Brigitte Barrèche m'a fait confiance. Elle m'a fait confiance, elle a renouvelé ma confiance, parce qu'en 2001, moi j'arrivais, je ne suis pas rentrée sur sa liste, mais j'ai continué à travailler avec elle, ou à ses côtés, à suivre l'évolution de Montauban. Elle m'a fait confiance en 2008, elle m'a refait confiance en 2014. Je suis particulièrement chargée de tout ce qui concerne la qualité de la vie, l'environnement. Quand je vois tout ce que nous proposent les adversaires sur un projet qui fait recto verso en A4, je me dis qu'on n'a rien à apprendre d'eux. On n'a pas terminé le travail qui était commencé, on a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je suis une des plus anciennes. Ce que je vais m'appliquer à faire pendant 6 ans, c'est effectivement apprendre à tous ceux qui vont rentrer dans la liste, et c'est jamais facile d'entrer sur la liste. Moi, en 2008, j'ai eu la chance d'être épaulée par les anciens, qui certains sont plus là, d'autres le sont encore. En tout cas, la confiance qu'elle me donne, je voudrais en faire profiter tous ceux qui vont rentrer, les 24, qui vont rentrer. C'est jamais facile de rentrer dans une liste, c'est jamais facile de comprendre comment tout cela fonctionne, et ça va être mon rôle maintenant, à leur côté et aux côtés de Brigitte Barrèche. Et moi, je n'existe ici à Montauban que parce que Brigitte Barrèche m'a fait confiance. Alors, qui est Madame Berly? Pardon? Qui est Madame Berly? Qui est Madame Berly? Madame Berly, c'est quelqu'un qui vient du monde de l'industrie. Je suis ingénieure en électronique, j'étais ingénieure au moment où ça n'existait pas beaucoup pour les femmes. Et s'il y a quelque chose sur lequel on peut se retrouver avec Brigitte Barrèche, c'est le fait de s'être battue. Moi, je me suis toujours battue parce que je voulais que mes valeurs soient reconnues. J'ai des défauts, j'ai des qualités, j'ai un fort caractère. En tout cas, j'avais des qualités dans le monde du travail, et c'était très compliqué pour une femme d'accéder à un certain nombre de responsabilités. Je me suis toujours appliquée à le faire. Dis-le, elle est modeste. Dis ce que tu faisais, elle était Airbus. Ah oui, j'ai terminé effectivement ma carrière professionnelle à Airbus, et un petit peu avant, quand j'étais à Paris, j'étais la seule femme qui faisait partie d'un comité de direction, et c'était ma grande fierté d'être arrivée à ce niveau-là de compétences, non pas de compétences parce que les compétences, tous les femmes on les a, mais de reconnaissance de nos compétences. Et effectivement, les femmes, et c'est vrai en politique, c'est vrai dans l'industrie, on est toujours obligé de se battre beaucoup plus que les hommes, et on nous demande toujours des preuves qu'on ne demande pas à des hommes. Un homme, c'est naturel qu'il soit un ingénieur en électronique ou un ingénieur qui fasse bien son travail, et on lui demande rien d'autre. À une femme, on lui demande de prouver qu'elle sait bien faire. Non, et c'est cela qui m'a beaucoup plu. Vous êtes une femme de conviction. Je suis une femme de conviction. J'aime travailler avec Brigitte Barrèche parce que, contrairement à ce que l'on dit, on a des vraies discussions. Elle n'impose jamais. Elle demande toujours que l'on discute avec elle. Après, elle a le rôle du chef. Elle est tranchante. Quand vous êtes un chef, vous devez à un certain moment trancher. Et moi, je me dis tout le temps que je serai d'accord avec mon chef, je resterai. Et c'est ce que j'aime dans cette mission qui m'a été confiée, qu'elle m'a confiée. Qu'elle développe très très bien. C'est que elle nous fait confiance, et après, on va toujours dans le bon sens, pour le bonheur de tous les administrés. Voilà, c'est la chose publique qui me plaît le plus. D'accord. Je le répète, elle est tranchante, Madame Barrèche. Non? Oui, je sais pas, oui, sans doute, oui, je sais pas, ça dépend. De quoi? Je suis tranchante, je sais pas si le mot est un peu dur, tranchant. Non, oui. Non, je sais pas. Je valide, oui, je décide, oui. Vous savez ce que vous voulez. Le rôle d'un chef, c'est de Mais j'hésite. décider. Vous la considérez comme un chef? Vous la considérez comme un chef? Pardon? Vous la considérez comme un chef?
c'est une meneuse d'hommes. Ah, voilà. Et en fait, elle est notre manager. Et donc, bien évidemment, c'est pas tranchant. On discute. Il faut prendre des décisions. Et à un moment ou à un autre, il faut prendre la décision. Mais si vous voulez, c'est ce que j'ai toujours fait dans le cadre de mon travail professionnel. On a discuté tout le temps et un jour, il faut prendre une décision. Et la décision, elle appartient à tout le monde ensuite. Et on est vraiment une équipe. Et cette décision, on l'applique du mieux possible. D'accord. Mais ça, je doute beaucoup, il ne faut pas croire. Je n'ai jamais pensé avoir la science infuse, bien au contraire. Et c'est souvent qu'elle nous dit, tu crois que, est-ce que tu penses que... Mais après, quand c'est décidé, c'est vrai. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cette interview. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Madame Le Berry, j'aurai l'occasion de vous inviter à nouveau sur les ondes Avec de Radio plaisir. Association. Merci aux auditeurs et merci à la radio que vous représentez bénévolement, parce que les radios associatives ne fonctionnent que comme ça et c'est beaucoup d'engagement là aussi et qui mérite d'être souligné. Merci beaucoup. Et puis bravo de nous donner des interlocuteurs de talent. On peut le remercier à Bertrand. Les Oui. modestes. Merci à vous en tout cas Modeste. d'avoir la Ouais. gentillesse d'être non. venu au sein de notre plateau.